1934, gare de Moscou. La famine à peine terminée, une nouvelle page sanglante s'ouvre. Sur ce quai, la garde rapprochée de Staline attend. Le train qui vient d'entrer en gare porte la dépouille mortelle de Kirov, une des grandes figures du parti, assassinée à Leningrad quelques jours plus tôt. Plus tard, on dira que ce crime est l'œuvre de Staline. Vrai ou faux, toujours est-il que Staline profite de l'occasion pour se débarrasser de ses adversaires. Il réduit à 10 jours l'instruction des affaires de terrorisme, fait juger en l'absence des partis, puis il applique sans droit de recours les sentences de mort. C'est le début d'un cycle de terreur et la fin d'un autre, inauguré sous Lénine. Retour en arrière, 1924. Lénine à peine disparu, Staline applique les leçons du maître pour réaliser l'unité de la volonté dans le parti. Il élimine un à un ses rivaux potentiels, Boukharine, Trotsky, et pour finir, Rykov, le chef du gouvernement. À mon sens, on ne peut pas considérer qu'il y aurait une dégradation des critères moraux entre Lénine et Staline, sauf à considérer qu'il est beaucoup plus grave de vouloir s'en prendre à des communistes que de s'en prendre à des prêtres orthodoxes. Si on considère effectivement que la vie d'un prêtre orthodoxe n'a pas beaucoup d'importance, mais que la vie de Boukharine, de Zinoviev et de milliers d'autres est beaucoup plus importante que celle d'un prêtre, alors là, bien entendu, Staline représente un degré supplémentaire. 1927. Staline renforce l'article 58, qui sanctionne les crimes contre-révolutionnaires. C'est l'apparence légale dont il a besoin pour renouer avec l'unité de la volonté dans le parti cher à Lénine. On est prêt pour le grand nettoyage. Les procès à grand spectacle peuvent commencer. Le grand maître des cérémonies s'appelle Vyshinsky. C'est le procureur de Moscou. Jusqu'en 1937, les arrestations sont peu nombreuses. Après 1937, tout s'accélère. C'est d'abord les cadres du parti et de l'armée rouge qui sont visés. La désignation des cibles se fait à la va-vite, sur un simple coup de téléphone. La police politique opère, de préférence la nuit. Comme dans cette maison sur le quai, construite près du Kremlin, pour héberger les cadres du régime. Les victimes sont tirées du lit sans ménagement et poussées dans ces fourgons cellulaires vers la Loubianka, le siège de la police politique. La psychose est telle qu'à Moscou, plus personne ne dort la nuit. L'oreille collée sur la porte d'entrée, chacun guette l'ascenseur pour savoir si c'est son tour ou celui du voisin. Personne n'est à l'abri, pas même les bourreaux les plus compromis. C'est le cas de Pavel Postitchev, l'ancien responsable envoyé 4 ans plus tôt par Staline en Ukraine pour purger le parti. Son fils se souvient. Ma mère a beaucoup insisté pour que mon père appelle Staline. Qu'est-ce que ça te coûte? Parle avec lui une dernière fois, il comprendra peut-être. Mon père lui a répondu, « Tu sais bien que ça a été décidé par Staline. Je ne parlerai pas avec lui, ça ne sert à rien. » Ma mère est venue vers moi. Et quand j'ai regardé ses yeux, je n'ai jamais revu des yeux pareils. C'était comme si tout à coup on m'avait donné un coup dans la poitrine. Ses yeux étaient pleins de larmes et d'angoisse. Elle m'a dit, « Écoute, ils vont te forcer à nous dénoncer pour que tu reconnaisses que nous sommes des ennemis du peuple. Nous ne t'en voudrons pas. Reconnais que nous sommes des ennemis du peuple et ça te sauvera. » Dans la période qui va de février 37 à septembre 38, Staline et son entourage ont approuvé de leur signature 383 listes nominatives de fusillade.
Ces listes se retrouvaient régulièrement sur le bureau de Staline. Et il signait ces listes avec Molotov, Voroshilov, Kaganovich, Zhdanov. Il y avait 44 000 personnes sur ces listes. Nous pouvons dire que c'est l'apport personnel de Staline à la terreur de masse des années 37-38. Khrouchtchev a toujours mis l'accent sur ces victimes du parti, les cadres de l'armée. Bon, c'est vrai, mais c'est très minoritaire. C'est à peu près 8 à 9% de l'ensemble. Et puis il y a cet aspect inconnu, la face cachée de la Grande Terreur. Ce sont ces ordres d'exécution sur quota d'environ 600 à 700 000 ennemis du peuple, à moitié ligne Koulak, ex-Koulak, moitié ligne dite nationale. Cet autre crime de masse, oublié, démarre le 2 juillet 1937. Un télégramme demande aux autorités locales de lister les Koulaks, les criminels, afin que les plus hostiles soient arrêtés, fusillés ou expulsés. Alors les listes remontent, comme celle-ci par exemple, signée de la main de Khrouchtchev. 41 305 noms. Une fois les quotas fixés, Yezhov, le chef du NKVD, la nouvelle police politique, prépare l'ordre opérationnel 00447 du 30 juillet 1937. Une ligne par région, 3 chiffres par ligne, catégorie à fusiller, catégorie à déporter, puis le total. On a même prévu un budget spécial de 75 millions de roubles. Puis chaque région reçoit sa liste. Ensuite, la Troïka, sans la présence de l'accusé, prononçait la sentence. Fusillé ou le camp. La sentence de la Troïka était sans appel. Elle était exécutée sur le champ. Dans les directives du NKVD et du parti, il était dit que lors des enquêtes, il ne fallait pas hésiter à débusquer de nouveaux ennemis. Aussi, quand Staline a reçu les premières demandes pour augmenter les quotas, il ne s'est pas étonné. Il savait que ça devait se passer comme ça. Il y a de nombreux documents, des notes comme celle-ci par exemple, signées de la main de Staline. Donne accord à la région de Krasnoïarsk pour augmenter les quotas de 6600 noms. Ou bien celle-là, accepter les propositions du NKVD d'Omsk pour faire passer 8000 nouveaux noms dans les quotas de première catégorie, c'est-à-dire catégorie à fusiller. Depuis 1917, 1 million de personnes ont été exécutées, dont 80%, pendant les 2 années de la Grande Terreur, 37-38. Ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes mortes sous la torture, pendant leur transfert ou bien dans les camps.